Bonsoir. Alors je ne sais pas si je dois me mettre sur ta droite ou sur ta gauche. Où tu veux. Bon, je sais que tu aimes la liberté. Bonsoir à tous. Je n'ose vous présenter Valérie Pécresse, tant cela semble inutile au vu de sa notoriété. Mais il me semble important d'expliquer les raisons de sa présence ici parmi nous. Parmi ces raisons, il y en a une que je retiens tout particulièrement. C'est l'amitié qu'elle nous fait d'honorer notre cercle de sa présence, elle dont les obligations sont si nombreuses. Elle n'a pas hésité lorsque je lui ai proposé de s'exprimer devant nous. C'est aussi le témoignage d'un attachement à des valeurs, à la liberté de l'enseignement, puisque bon nombre des participants présents appartiennent de loin ou de près à l'enseignement privé sous contrat ou au centre de formation d'apprentis, en dehors de tous mes amis qui viennent d'autres environnements. Et il y a notamment des proviseurs du public. C'est aussi le témoignage à un sens de la vie publique et de l'engagement politique qui fonde un socle commun largement partagé dans cette Assemblée. Mais ce n'est pas la seule raison. Elle est aussi la mieux armée pour traiter ce sujet qui touche au cœur des identités individuelles et collectives et du rayonnement de notre pays. Qui mieux qu'elle pouvait s'en saisir? Bien sûr, en tant que présidente de région. Elle est totalement légitime dans ce rôle, mais son parcours ministériel et sa capacité à réformer, à faire bouger les lignes partout, elle a porté son action et elle en font une conférencière de choix ce soir. Merci Madame la Présidente, très chère Valérie, mais j'ai trop parlé, c'est à toi. Je vais prendre ce micro parce que je crois que vous m'entendrez mieux qu'avec un micro un peu lointain et qui risque de pas bien vous porter le son. Alors, je voudrais remercier Éric pour son invitation. Je ne sais pas dire non à Éric Bonche. Voilà, c'est un principe de vie. Une fois qu'on a compris ça, alors le problème c'est que beaucoup de gens ont compris ça et beaucoup de gens passent par lui maintenant pour essayer de me contacter, mais bon, voilà, c'est son expérience incroyable du réseau éducatif, son dévouement à la cause de l'ascenseur social, de la méritocratie républicaine, en font une personne tout à fait à part. Alors, il me fait plancher sur qu'est-ce qu'une région monde. Et ça lui ressemble, parce que pour ceux qui le connaissent, ils connaissent aussi son amour de la Grèce et ses origines. Alors, originaire de la plus vieille démocratie mondiale. Voilà, ça ne s'invente pas, Éric. Bon, et c'est tout, lui. Alors, Éric est un œcuménique, comme vous le savez. Il est très lié à l'enseignement catholique, mais il est ouvert à toutes les religions et tous les courants de pensée. Et puis, il est ouvert à tous les partis politiques, du moment qu'ils sont dans le champ républicain. Et c'est pour ça qu'il a entretenu des relations tout aussi excellentes avec Jean-Paul qu'avec moi. Et ça montre en réalité son ouverture d'esprit, son sens du dialogue et sa capacité aussi à faire avancer ses dossiers coûte que coûte. Alors, moi, merci de tout cœur, cher Éric, de m'inviter en présence de Jean-Paul Huchon, donc sous un regard bienveillant mais néanmoins vigilant, à votre cercle de réflexion clé. Alors, clé, ça veut dire contrat, liberté et éthique. Trois valeurs qui finalement vous distinguent de la pensée stéréotypée actuelle, du prêt-à-penser actuel, et je m'en explique. En France, on convoque toujours la loi pour répondre à un problème. Alors avec plus de 11 000 lois en vigueur, 130 000 décrets, notre pays est en train de s'étouffer. Personne ne parle de contrat. Contrat, cette capacité des citoyens à s'organiser entre eux de façon volontaire
et responsable, volontaire et responsable, les deux vont ensemble. Moins de lois, plus de contrats, que la France serait belle. Ce serait la société de confiance et ce pourrait être un pari gagnant pour la relance française. Et puis ce serait aussi la confiance dans le dialogue social, la confiance dans la démocratie locale, enfin, toutes sortes de choses que nous n'avons plus aujourd'hui. Alors, qui parle de contrat dans le débat public, mais qui parle de liberté aussi. Alors, étrangement, dans le pays de Voltaire et de Tocqueville, nous nous sommes fâchés avec la première valeur de notre devise nationale, et c'est l'auteur d'une loi, Liberté et responsabilité des universités, cher Roland, qui vous parle. La liberté, c'est le carburant des sociétés vivantes, et donc on en aurait bien besoin d'un peu plus de liberté. Et enfin, l'éthique. L'éthique, c'est intéressant parce que c'est une morale qui est à la fois collective et personnelle. Et de ça aussi, on aurait bien besoin d'une éthique personnelle et d'une éthique collective, plutôt que de la judiciarisation à tout va de la société française qui n'a plus rien à voir avec cette notion même d'éthique. Alors voilà, cher Éric, les raisons pour lesquelles je suis doublement heureuse d'être ici, à cause de toi et à cause de tous les membres de la clé qui veulent ce soir prendre la clé des champs. La clé des champs ou la clé des villes, parce que la région est à la fois une région ville et une région champ. Pour ceux d'entre vous qui ne le soupçonnent pas, la région de France, c'est 75% d'espace naturel et agricole, la Seine-et-Marne représentant la moitié de la région Île-de-France. Oui, on me prend pour une urbaine, on me prend pour une parisienne, c'est tout le contraire. Je suis une Yvelinoise et les Yvelinois qui sont ici savent ce que cela veut dire. Alors, vous m'avez interrogé sur le thème Île-de-France, région monde. Et évidemment, c'est un thème qui soulève plusieurs questions. C'est quoi les atouts profonds de notre région? C'est quoi les défis et les menaces auxquelles elle doit faire face aujourd'hui? Depuis plusieurs siècles déjà, l'Île-de-France, avec Paris pour capitale, est une région qui est totalement ouverte sur le monde. Au XVIIIe siècle, l'Europe parlait français, selon le très beau mot de notre regretté Marc Fumaroli. Le 19e et le 20e siècle ont accentué notre force d'attractivité culturelle et économique, mais ils ont aussi amplifié notre compétition avec les autres métropoles étrangères qu'on n'appelait pas encore des métropoles, enfin nos rivales étrangères. Alors l'Île-de-France n'est pas une île, contrairement à son nom. Alors moi j'ai cherché pourquoi on appelait l'Île-de-France Île-de-France. Je parle sous le contrôle de Jean-Paul parce que les historiens s'accordent pas tellement sur cette question. J'en ai conclu que peut-être au Moyen-Âge, avec la Marne, l'Oise et la Seine, quand il y avait des crues, on avait l'impression que le centre de l'Île-de-France était une île. Et c'est vrai qu'on a beaucoup asséché les marécages des pourtours de l'Île-de-France. Et donc il y avait sans doute beaucoup plus d'eau en Île-de-France au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Enfin, ce que je sais, c'est que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a sauvé le nom Île-de-France dans les années 70, parce qu'il y avait une loi pour appeler la région de France région de Paris. Et Valéry Giscard d'Estaing a dit non, parce que c'était un trop beau nom, l'Île-de-France. Et effectivement, quand j'ai été élu, il y avait aussi cette tentation de changer le nom de l'Île-de-France pour l'appeler la région du Grand Paris. Bon. Et là aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, Île-de-France, c'est tellement beau. Puis il y a le mot France dedans. Donc, du coup, on a gardé Île-de-France, mais pour l'étranger et pour l'attractivité, on a pris le nom de Paris Region, ce qui est encore plus simple que Greater Paris Region. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, Paris Region. Bon, après, il faut expliquer que Paris Region, c'est 6 fois plus grand que Paris, tout ça. Enfin bon, Paris Region, les gens comprennent. Donc, l'Île-de-France n'est pas une île. Elle tire du monde des profits considérables. Mais en retour, elle peut être affectée par les troubles du monde, qu'ils soient économiques ou sécuritaires. C'est d'autant plus vrai que la mondialisation heureuse a désormais fait place à une mondialisation chaotique, émiettée, dominée par les rapports de force. Alors face à cette nouvelle donne, la région a beaucoup d'atouts. Et donc avec notre bras armé, en bon français dans le texte « Choose Paris Region », nous allons au charbon pour défendre auprès des investisseurs, des talents étrangers, l'image de la région Île-de-France. Depuis le Brexit, c'est-à-dire ce choix malheureux de la Grande-Bretagne de se replier sur elle-même, parce que là, pour le coup, eux sont une île,
notre région, l'Île-de-France, est devenue la seule métropole globale qui reste au sein de l'Union européenne. C'est quoi une métropole globale? Une métropole globale, ce n'est pas seulement une capitale politique. Ce n'est pas seulement une place financière, ce n'est pas seulement un hub économique, ce n'est pas seulement une région très peuplée, ce n'est pas seulement une grande région d'innovation, c'est aussi un phare culturel, c'est aussi une influence, un rayonnement. Et c'est tout ça, l'Île-de-France. Et si vous regardez l'Union européenne, il n'y en a plus d'autres. Il y avait Londres, il y avait nous. En Allemagne, il y a des très grandes villes, mais c'est émietté. Berlin est une capitale économique, mais elle a beaucoup moins de rayonnement intellectuel que Paris, beaucoup moins d'universités, beaucoup moins de chercheurs. Ce n'est pas non plus la grande place financière qu'est Francfort. Donc vous voyez bien que ce soit l'Italie, qui est un État très fédéral, ou l'Espagne, ont aussi des capitales, mais elles sont régionales. Et donc on est vraiment la dernière grande métropole globale de l'Union européenne. Nous sommes la première économique d'Europe. Nous avons un PIB de 750 milliards. Si on était un État indépendant, pas de velléité à ce stade, si on était un État indépendant, on serait le 6e État européen, juste devant les Pays-Bas, la Belgique, et juste derrière, je crois, la Suède ou l'inverse, enfin à peu près dans ces eaux-là. Aujourd'hui, nous sommes devenus la première place financière d'Europe, devant Francfort et devant Londres, en capitalisation boursière. Nous avons relocalisé 5500 emplois en Île-de-France depuis le Brexit, dans la finance, qui n'est pas mon ennemi, ça vous l'avez compris, même s'il n'est pas mon ami non plus, hein. Je suis neutre. La région Île-de-France est aussi la première région d'Europe en matière de recherche et d'innovation. Nous avons 130 000 chercheurs en Île-de-France. Alors ça, c'est lié à l'historique centralisation de la France, avec un nombre d'universités très important. Nous avions 13 universités aujourd'hui regroupées. Nous avons aussi les plus grandes écoles de France, 1200 laboratoires, 3 universités, groupements universitaires dans le top 50 du classement de Shanghai, le premier en mathématiques avec Saclay. Et le Financial Times, c'est lui, vient de nous placer en tête des régions européennes du futur. Alors, nous sommes aussi une région très attractive pour les touristes. Première destination touristique mondiale, 50 millions de touristes par an qui viennent admirer à la fois notre patrimoine, notre culture, notre gastronomie, mais aussi une création artistique et culturelle extrêmement vivante. On n'oppose pas en Île-de-France le patrimoine et la création, on marie les deux. Et c'est un cocktail qui est assez détonnant et qui est assez excitant aussi. Alors, nous avons réussi la Coupe du Monde de rugby en septembre et bientôt nous nous apprêtons à accueillir les JO 2024. Donc, ça fait un siècle qu'on les attend et on fait tout pour que ce soit un événement phare. Et contrairement à ce que j'entends dire, nous serons prêts, évidemment, pour les Jeux parce que c'est un travail collectif et qu'on y met toute notre énergie. Alors, l'année prochaine, dans un autre registre, on va célébrer les 150 ans des impressionnistes. Et à l'évidence, notre art de vivre est un atout qu'il nous faut confirmer face aux autres grandes régions, notamment européennes. La culture, j'en ai parlé, le patrimoine, l'écologie, l'harmonie territoriale et sociale que nous devons cultiver ou que nous devons retrouver. C'est les paramètres incontournables pour tenir notre place dans le paysage européen et international. Alors ça, c'est nos atouts. Mais la compétition, vous l'avez compris, est de plus en plus rude, et d'abord sur le plan économique. Vous avez vu qu'avec les États-Unis, on fait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, l'IRA, et avec cette IRA, eh bien, ils ont fait des choses très puissantes en matière de subventions. Bon, ça, la subvention, on sait faire aussi. En Europe, on est assez bon, même si on n'a plus assez d'argent pour le faire, mais enfin, on sait faire. Ils ont fait de la subvention, mais ils ont fait aussi deux autres choses. Ils ont fait du protectionnisme, et ça, en Europe, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on a beaucoup de mal à convaincre nos amis allemands qu'il faut se protéger contre les produits qui arrivent du monde entier et qui viennent en ne respectant pas forcément les normes européennes. Et eux, comme ils veulent exporter, y compris vers la Chine, y compris vers la Russie, on a beaucoup de mal à leur faire entendre raison sur cette nécessaire protection. Donc on est beaucoup moins protégé que les États-Unis. Et puis les États-Unis, ils ont aussi fait quelque chose, ils ont fait une grande vague de libéralisation. Ça, c'est gros mot en français, hein. Liberté, libéral, au secours. Alors parlons
de débureaucratisation, de désadministration. Ça, c'est beaucoup plus populaire auprès des Français. Le sujet, il est simple. Si on veut faire un projet hydrogène en France, c'est 5 ans pour avoir les autorisations. Si on veut le faire aux États-Unis, c'est 18 mois. Pareil pour des projets de transplantation ou d'innovation médicale, identiques. Et au sein même de l'Europe, si vous prenez un projet en France, une installation d'usine, c'est 17 mois en moyenne en France, 9 mois en Allemagne. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est les chiffres de l'attractivité, de la compétitivité. C'est les chiffres de la simplification administrative. Le temps, c'est de l'argent. Et puis, la bureaucratie, ça plaide aussi pour des délocalisations. Donc, on a aujourd'hui un handicap très fort là-dessus. Et on ne peut pas, face aux armes des autres, ne pas s'armer nous-mêmes. C'est une vraie certitude. Nous avons une pression terrible sur notre industrie, sur notre technologie. On s'est désindustrialisé. Si on veut se réindustrialiser, il faut tout simplifier. Et on n'a pas le choix. De l'autre côté de la planète, vous avez la Chine. Alors la Chine, il est de bon ton d'expliquer qu'elle est en crise, mais enfin, elle vient de rallier, il y a quelques semaines, 130 pays lors du récent forum sur la relance des nouvelles routes de la soie. Elle a 5% de croissance cette année. Et avec l'émergence du bloc politique des BRICS, Pékin a un grand espace pour imposer dans le monde son influence économique. Et je n'ai pas du tout envie que nous soyons pris en étau entre les États-Unis et la Chine, et encore moins entre les États-Unis, la Chine et la Russie, c'est-à-dire entre tous les empires. Nous avons des géants économiques face à nous. Nous avons des dictateurs politiques qui veulent aussi imposer leurs lois. Donc, tout ça fait que nous vivons aujourd'hui une période qui nous nécessite que nous mettions un chouïa plus l'accent sur les réponses économiques. Alors je sais là aussi que quand on parle d'économie, ça embête tout le monde. On est un pays qui aime la politique mais qui n'aime pas l'économie. On est un pays que l'économie endort. D'ailleurs, à la région, nous avons décidé de faire des manuels libres d'économie pour réapprendre l'économie aux petits lycéens. C'est un projet que nous avons mené avec Sciences Po, avec Yann Algan quand il était à Sciences Po, et maintenant il dirige les études d'HEC. Et on a fait un manuel d'économie, donc un manuel libre de droit d'auteur et libre de droit d'éditeur. Et ce manuel libre, c'est l'économie à partir de cas concrets. Donc mobiliser les connaissances économiques à partir de cas concrets. Le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, l'hyperinflation, la crise des subprimes. Donc en fait, on prend des cas concrets et on voit quelles sont les conséquences de toutes les notions économiques. Et donc, on essaie de faire vivre l'économie, une vraie économie de réflexion. Et ça marche très, très fort. C'est manuel libre. Les éditeurs m'ont attaqué en justice, mais ils ont perdu. Et donc, on va continuer avec l'éducation nationale. On a fait un manuel libre de philo pour le bac pro. On est en train de faire un manuel libre de maths pour apprendre les maths de manière concrète et non plus abstraite aux enfants, aux jeunes. Et on pense qu'au niveau du lycée, nos jeunes ne sont plus du tout dans l'époque d'apprendre des notions dans des manuels classiques, par cœur, etc. C'est plus du tout leur mode d'apprentissage, donc il faut changer nos modes pédagogiques. Voilà, donc on s'est lancé là-dessus. Alors, vous l'avez compris, l'économie, il faut la réapprendre, il faut se l'approprier, il ne faut pas en avoir peur. Surtout que, franchement, le monde est de moins en moins coopératif. Les barrières commerciales ont triplé depuis 2019. On a l'inflation, on a la hausse des taux d'intérêt qui surenchérissent évidemment les coûts et qui nous obligent à plus de productivité. Donc tout ça, c'est des défis. Notre prospérité en Île-de-France dépend de notre capacité à relever les défis de l'économie. Et ce n'est pas des gros mots. Et là aussi, il y a eu des erreurs absolument majeures qui ont été commises par la droite comme par la gauche. C'était cette utopie folle de la France sans usine qui a beaucoup marqué l'Île-de-France. Parce que comme l'Île-de-France est une région capitale, on s'est dit, on va mettre les services en Île-de-France. On pourra laisser un peu d'industrie en Rhône-Alpes-Auvergne, un petit peu d'industrie dans les Hauts-de-France ou en Normandie. Mais en revanche, nous, en Île-de-France, ou non, en Alsace, mais nous, en Île-de-France, on fera une région de services. Et donc, on a désindustrialisé massivement. Et on a perdu des centaines de milliers d'emplois industriels en Île-de-France. Et aujourd'hui, pour les réimplanter, c'est très compliqué. Parce que comme on a aujourd'hui des Verts qui ne sont pas toujours totalement écologistes, mais enfin, en tout cas, qui sont toujours contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, pour réimplanter des vrais projets économiques en Île-de-France, pas simple du tout.
Donc moi, je le dis, l'Île-de-France ne survivra pas à la décroissance radicale telle que la veulent certains turiféraires d'une idéologie radicale. Pas plus qu'elle ne survivrait à la fermeture des frontières voulue par certains extrémistes. Alors je l'assume. Moi, je suis une alliée des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui soient franciliens, qu'ils soient étrangers, surtout quand ils viennent s'installer, évidemment, en Île-de-France. On met le paquet pour les soutenir dans leur démarrage, dans leur recherche de fonds, dans leur transition écologique, parce qu'on a beaucoup de PME en Île-de-France, un très fort tissu de PME. Mais le problème, c'est que c'est des PME souvent familiales, avec des tout petits capitaux de départ. Qui ont été créés par le grand-père, l'arrière-grand-père, le père, ou la mère, pardon. Et souvent avec très peu de capital. Et quand on leur demande de faire la transition écologique, les banques ne leur prêtent pas parce qu'elles n'ont pas assez de fonds propres. Donc on est en train de faire un fonds souverain francilien de 400 millions d'euros qui va permettre de recapitaliser les PME, qui va permettre de capitaliser les startups, notamment dans tout ce qui est transition écologique, et puis qui va permettre aussi de capitaliser l'économie sociale et solidaire. Parce qu'en économie sociale et solidaire, on a beaucoup d'intervenants, mais là aussi avec beaucoup de fragilité financière. Donc le sujet, c'est de les professionnaliser, de les mettre aussi à l'échelle de l'Île-de-France. Voilà. Donc mon objectif, c'est de refaire de l'Île-de-France la première région industrielle en France à l'horizon 2028, mais c'est pas facile, hein, parce que là, pour le coup, il y a du challenge. Pour l'instant, on est deuxième, vous comprenez, c'est un chiffre qui me blesse. Mais enfin bon, je lutte. Voilà. Alors reste pour les industriels la question foncière, parce que c'est pas facile de trouver des terrains disponibles dans une région qui est très densément peuplée. Et nous, je dois le dire, nous pratiquons le ZAN, le zéro artificialisation nette. Je dirais même, nous l'avons inventé, avant même qu'il soit dans la loi. On l'a inventé parce qu'on voulait réduire l'artificialisation des sols en Île-de-France et on voulait protéger la région contre une urbanisation toujours plus prégnante. On ne voulait pas devenir une espèce de grande mégalopole de Paris à Étampes, à Rambouillet ou jusqu'à Chantilly. Donc le sujet aujourd'hui, c'était de protéger nos espaces naturels. Donc on s'est mis au ZAN en 2020, avant que la loi soit votée, lors de notre première COP régionale de 2020. Là aussi, on n'a pas attendu que l'État nous demande d'en faire une pour en faire une. Et pourquoi le ZAN ? Parce que c'est ce qui, le zéro artificialisation nette, c'est quoi ? C'est quand on artificialise, on compense. Et quand on fait des infrastructures d'intérêt général, on compense plusieurs fois. Et on replante. Et donc l'idée, c'est vraiment de protéger le caractère de ville, de métropole verte de l'Île-de-France. Parce que l'Île-de-France, c'est une grande région agricole, je l'ai dit, une grande région de forêt, une grande région d'espace naturel, et on veut garder ce caractère. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a identifié des sites pour y mettre les projets économiques, parce qu'il faut quand même qu'on les ait. On a pris toutes les friches industrielles, on a pris tous les territoires, tous ces territoires un peu interstitiels qui sont un peu, en termes d'urbanisme, pas très beaux. Et puis là, maintenant, on s'attaque aussi à ces friches tertiaires, avec ces bureaux vides de très très vieux que personne ne veut rénover, mais que personne ne veut vendre non plus, parce que tout le monde s'attend à ce qu'un jour, il y ait une plus-value foncière sur ces bureaux. Donc on a 156 qu'on a identifiés, 80 clés en main, et l'idée, c'est d'essayer d'attirer les investisseurs dessus. Et par ailleurs, si on parle aussi de souveraineté, moi je voudrais parler aussi de souveraineté alimentaire, parce que alors la France, vous le savez, a perdu complètement sa souveraineté alimentaire, nous qui étions une très très grande puissance agricole. Or le pouvoir vert, le pouvoir d'alimenter son peuple, c'est comme le pouvoir de l'énergie, chauffer son peuple, éclairer son peuple. On a vraiment besoin d'être souverain à la fois sur l'énergie et sur l'alimentation. C'est un peu compliqué pour une région capitale quand même d'être aussi une grande puissance agricole, mais nous avons décidé de faire ce choix. Et donc, on a beaucoup travaillé avec la jeune génération des agriculteurs pour essayer de retravailler la diversification agricole, la transition bio, et la question et aussi la transformation des produits, puisque nous n'avions plus aucune usine de transformation agricole, c'était tout parti ailleurs, on n'avait plus de laiterie, on n'avait plus de conserveurs, on n'a plus rien. Donc on est en train de travailler sur ce sujet-là, c'est un peu volontariste, mais on le fait. Et avec la Seine-et-Marne, on a fait une société de production locale pour alimenter toutes les cantines.
Et puis, évidemment, je ne peux pas parler de France sans parler de la recherche qui est, vous le savez, chère à mon cœur. Et donc, on a plus de 7000 brevets qui sont déposés chaque année. Donc, on est la région de loin la plus innovante d'Europe. Mais du brevet à la mise en pratique, vous savez, il y a encore un monde. Et donc, le sujet, c'est vraiment d'encourager. Ça, pour le coup, le président de la République est plutôt très bon dans le domaine. Tout ce qui est French Tech et les jeunes pousses, les startups. Alors, en Ile-de-France, c'est simple. 80% des levées de fonds de France ont lieu en Ile-de-France. 80% des levées de fonds, c'est des dizaines de milliers de startups qui sont en Ile-de-France, plutôt 10 000 startups en Ile-de-France et 80% des levées de fonds. Donc on est vraiment un écosystème très puissant de la French Tech. Mais je dois le dire, sur cette French Tech, eh bien, il faut la soutenir beaucoup. Et puis il faut aller vers ce qu'on appelle la Deep Tech. Je suis désolée, j'emploie des anglicismes, mais ils sont tellement passés dans le langage courant. Il faut faire de l'innovation profonde, pas de l'innovation superficielle. Et de ce point de vue, en intelligence artificielle, en quantique, nous avons des forces très importantes. Et je le dis parce que on a aussi un peu tendance en France à toujours se dire « Oh là là, l'intelligence artificielle, danger ». Oui, l'intelligence artificielle, danger, mais double danger si on n'est pas moteur, double danger si on n'est pas leader. Parce que si on est leader et si on est moteur, alors on façonnera en partie les règles du jeu. Si on est suiveur, on ne façonnera rien du tout. Donc on ne façonnera ni les inventions, ni les règles du jeu. Alors, il faut qu'on puisse façonner ces règles du jeu. Pour façonner les règles du jeu, il faut être leader. Donc il faut être lucide sur l'intelligence artificielle, à la fois sur ce qu'elle peut nous apporter, à la fois sur ses dangers. Mais il faut aussi qu'on soit leader. On ne peut pas laisser un sujet qui va façonner le monde de demain dans les mains des Américains, dans les mains des Britanniques. Ce n'est pas possible. On a besoin d'être leader. Et en Ile-de-France, on a les moyens d'être leader. On a une école mathématique qui est exceptionnelle, donc on a les moyens d'être leader. Pareil pour le quantique, cette physique du futur. On a des physiciens d'exception dans notre histoire. On doit être leader aussi sur l'ordinateur quantique qui calculera beaucoup plus vite. Et il ne faut pas refuser d'être leader dans le progrès. Et il ne faut pas refuser le progrès. Le progrès n'apportera pas toutes les solutions aux maux de la planète et de l'univers et à l'existence de l'homme et à sa recherche de sens. Bien sûr que non. Mais on ne peut pas se mettre à genoux devant d'autres puissances. Donc le sujet du progrès est aussi un sujet d'influence. Voilà. Alors tout ça, évidemment, ça nécessite aussi quelque chose d'important, c'est la performance publique, la bonne gestion de l'argent public, la bonne gestion des deniers publics, parce que pour réussir tout ça, il faut investir dans l'avenir, investir puissamment. Et malheureusement, on le sait, l'État a un peu cramé la caisse depuis le Covid. Et le problème, c'est que quand on n'a plus d'argent, quand on est très endetté, on a beaucoup moins de capacité de résilience économique. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis on a un petit peu dopé les Français à l'argent public. On leur a donné l'habitude de toucher des chèques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu effrayée. Il y avait un sondage dans Le Parisien qui demandait aux Français quelles étaient les choses auxquelles ils tenaient le plus dans la vie. Et il y avait la famille à 75%. Très bien. La deuxième chose, c'était l'argent, 60%. Ça m'a moins plu. Mais surtout, ce qui m'a moins plu, c'est que le travail, lui, venait à 20%. Donc 20% le travail, 60% l'argent. Ça veut dire quand même que les personnes à qui on pose la question déconnectent la notion d'argent de la notion de travail. C'est quand même un sujet. Quand même un sujet. Oui, mais c'est ça le quoi qu'il en coûte. C'est quand on prend l'habitude d'avoir des chèques qui sont déconnectés de ces efforts. C'est un problème de société. Donc la question du réenchantement du travail, la question de la valorisation du travail, c'est pour ça que moi j'ai des propositions un peu iconoclastes. Je propose que le logement social soit réservé en priorité aux travailleurs de première ligne de la ville. Parce qu'on nous dit prenez les métiers pénibles, c'est facile à dire, mais on ne valorise pas ceux qui les prennent. Vous voyez. Or, les personnes qui prennent les métiers pénibles, on les envoie habiter à 2 heures du centre de l'Île-de-France. C'est pas possible ça. Alors on va me dire c'est très injuste, pourquoi eux et pas d'autres ? Parce qu'ils travaillent tout simplement et parce qu'ils rendent des services à la ville. Donc à partir du moment où ils rendent des services à leur communauté, ils doivent être prioritaires dans le logement. J'ajoute que comme on n'arrive pas à augmenter les salaires, parce que moi je plaide aussi pour une augmentation des salaires directs,
comme les impôts, les charges sont tellement élevées qu'on n'arrive pas, les entreprises n'arrivent pas à augmenter les salaires, au moins compenser avec du logement. Je pense que c'est très utile. Voilà, donc vous voyez des idées comme celle-là, mais on a besoin de valoriser le travail dans notre société. Voilà. Alors, s'agissant de la bonne gestion, je vous rassure, hein, vous connaissez le dicton, quand la marée se retire, on voit ceux qui se baignaient sans maillot. La région Île-de-France a un très joli maillot de bain et malgré la difficulté économique et financière du monde, nous avons une très bonne note financière. Nous avons encore des marges de manœuvre, nous n'avons pas surendetté la région et donc nous avons la capacité d'investir dans l'avenir et la capacité aussi de soutenir le pouvoir d'achat des Franciliens dans une politique assez volontariste et d'aider à la transition écologique. Parce que le problème, c'est qu'on veut aussi sauver la planète. Et pour la sauver, il va falloir venir aider les Franciliens à devenir écologistes ou à oser l'écologie. Parce que si on n'est pas à leur côté, si on ne les accompagne pas très puissamment, l'écologie deviendra vite antisociale. Ce sera une écologie de privilégiés, de gens qui peuvent se payer le bio, de gens qui peuvent se payer la rénovation de leur appartement, de gens qui peuvent se payer leur voiture électrique. Et tout ça a un coût colossal qui inquiète énormément les Français, les habitants. Et dans la région la plus polluée de France, on n'a pas le choix. On est obligé d'être très puissamment écologiste. Mais on est aussi obligé d'être puissamment sociaux, parce que la région Île-de-France, c'est la région la plus riche, mais c'est aussi la région la plus inégalitaire de France. On a les plus pauvres. Quand mes petits camarades me disent qu'il faut qu'on pique l'argent à l'Île-de-France parce qu'on est bien géré, il y en a, bon, très bien, et puis surtout parce qu'ils sont riches, je leur rappelle qu'on a 17% de taux de pauvreté. 17% en Île-de-France. Ça veut dire qu'on a le deuxième taux de pauvreté après les Hauts-de-France. On a les plus pauvres et les plus riches. C'est normal. On accueille chaque année la moitié des migrants de toute la France. La moitié des migrants de toute la France arrivent en Île-de-France chaque année. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, avec les Jeux Olympiques, il y a la volonté de partager le fardeau et d'essayer de mieux distribuer l'accueil des migrants, y compris des mineurs isolés. Bon. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'on a en permanence ce défi de l'accueil, de l'intégration, de la construction de logements. Voilà. C'est des défis colossaux qui sont spécifiques à l'Île-de-France. Donc il faut qu'on arrête de nous dire qu'on est riche. On est riche, c'est vrai. On a les moyens de gérer nos problèmes. Il ne faut pas qu'on nous prenne l'argent pour l'envoyer ailleurs, parce qu'on en a vraiment besoin de cet argent pour faire des choses. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, objectivement, c'est que l'Île-de-France est à la croisée des 3 plus grands plans d'investissement du pays. Le premier, c'est le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, vous savez, ça a été voulu par Nicolas Sarkozy. C'était une très belle intuition, mais Jean-Paul travaillait lui-même à un autre projet concurrent. On a réussi à les faire converger. C'était métro-ferrique, vous savez. Un périphérique en métro. Donc il y avait métro-ferrique d'un côté, il y avait le Grand Paris de l'autre. Ils ont fusionné. Ça a donné la double boucle qui fait le tour de Paris, mais qui relie aussi les aéroports et le plateau de Saclay. Et ce Grand Paris Express, alors pour l'instant, on ne le voit pas beaucoup. Voilà. Mais vous m'avez entendu hurler sur tous les tons de la gamme que je voulais de l'argent pour les transports. C'est parce qu'en fait, on va commencer l'année prochaine à ouvrir les lignes. Et donc, comme on va commencer à ouvrir les lignes, chaque ligne, c'est des centaines de millions d'euros de fonctionnement à trouver. Donc, il y a 36 milliards d'investissements qui ont été payés par les Franciliens, c'est vos taxes. Et puis maintenant, on n'avait pas d'argent pour les faire fonctionner. Heureusement, Elisabeth Borne a été courageuse. Elle s'est élevée courageusement contre le Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui, après avoir endetté la France de 1 000 milliards et avoir creusé les déficits à 4% chaque année, ne voulait pas augmenter les impôts. Je comprends. Hein. Champion de la dette, champion de déficit, ne veut pas être aussi champion des impôts. Mais le problème, c'est que s'il avait élu Helmut Schmidt, il saurait que malheureusement, les dettes et les déficits d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Voilà, bon, enfin ça, je vous dis, comme dirait Bill Clinton, c'est l'économie stupide. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est que Bill Clinton. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est que effectivement, on avait besoin d'argent pour faire fonctionner les transports. Elisabeth Borne a eu beaucoup de courage parce qu'elle a accepté de signer avec moi, donc une adversaire politique, un accord pour permettre un effort équilibré de tout le monde. Alors ça fait plaisir à personne, un effort équilibré de tout le monde, ça ne me rend pas populaire, parce que ça veut dire qu'il faut que je demande de l'argent aux voyageurs, de l'argent aux entreprises, de l'argent aux touristes, de l'argent au département, de l'argent à la ville de Paris, de l'argent à la région. Bon, voilà.
mais je suis une femme politique responsable, puis vous savez, revenu le tout. Donc, moi, mon seul souci, c'est de réussir ce plan du Grand Paris Express, de le faire fonctionner, parce que ça va être un waouh, ça va être quelque chose qui va changer votre vie. Ça va changer votre vie, francilien, parce que les transports, c'est beaucoup plus que les transports. Les transports, c'est de la dignité, les transports, c'est de l'égalité, les transports, c'est de la liberté, les transports, c'est de l'emploi, les transports, c'est du développement économique, les transports, c'est de la prospérité, les transports, c'est de l'accueil, donc, et c'est de la qualité de vie. Donc, vous allez avoir des transports extraordinaires. Alors, je sais que quand je dis là, il y a un petit moment un peu dubitatif, mais si, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé en réalité. Si certains d'entre vous habitent sur certaines lignes que nous avons transformées, le RER A, la ligne L, vous avez vu des améliorations colossales de toutes les lignes de train, H, J, K, L. Bon, elles ont toutes été très modernisées. On avance progressivement, on modernise au fur et à mesure, mais on avance. Là, on va ouvrir la ligne 14 de Orly Aéroport jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller à l'aéroport d'Orly en métro automatique sans grève. Et au Grand Stade, vous aurez une 3e ligne pour pouvoir aller à vos matchs de rugby. Non, mais c'est très important. Non, mais vous vous rendez compte. Et pour 11 €, ou alors 2 € pour ceux qui auront un pass Navigo, ou un pass imaginaire, ou un pass senior, ou une carte améthyste, ou une tarification sociale, vous pourrez aller prendre un avion à Orly ou travailler à Orly, qui deviendra un hub. Orly qui sera en 2026 en 2027 relié au plateau de Saclay. Donc vous voyez, tout ça, ça fait une cohérence extraordinaire. L'année prochaine, nous aurons la 3e ligne vers la Défense. Saint-Lazare, Porte-Maillot, la Défense en RERE, ce qui va permettre de relier Chelles et tout le nord de la Seine-Saint-Denis. On est en plein game changer. On est en train de faire le tramway T3. On continue à le boucler. On est à la porte d'Asnières, on arrive à la porte Dauphine, là aussi pour les étudiants, pour la porte Maillot. La porte Maillot va enfin changer. Les habitants auront beaucoup souffert et beaucoup attendu, mais ça va être absolument magnifique. Ça va devenir là aussi un pôle d'échange multimodal très important, avec un Paris qui va se continuer jusqu'au Bois de Boulogne. Donc vous voyez, les choses vont changer. On va faire le tramway Massy-Évry, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'Essonne. Massy, la mondialisation tourmentée. Non, Évry, la mondialisation tourmentée. Massy, la mondialisation heureuse. Les chercheurs d'un côté, les travailleurs de l'autre. On va pouvoir les relier. C'est le premier tramway banlieue de l'Essonne. C'est exceptionnel, ça va être exceptionnel. Donc tout ça, et on va faire enfin la prolongation de la ligne 11 jusqu'à Rosny-Bois-Perrier, 6 stations, là aussi pour aller plus profondément encore dans la Seine-Saint-Denis. Donc tout ça c'est le début, le tout début. Et ça se termine en 2031, avec des lignes directes pour aller à Roissy, en métro, des lignes qui vont doubler le RER B pour permettre à ceux qui souffrent aujourd'hui de ne plus souffrir demain, l'arrivée des nouveaux RER, enfin, voilà. C'est la révolution des transports et elle va enfin vraiment se concrétiser pour les Franciliens, je pense. Alors bon, il y a encore des tas de choses à faire, et notamment on a des tas de recrutements de conducteurs à mener, mais on va y arriver. Bon, je ne vais pas vous lister tout, mais il y a le Grand Paris Express, il y a les JO, qui vont avoir un héritage considérable en termes d'infrastructures sportives, et puis mettre les valeurs du sport au cœur de la société, des valeurs inclusives avec la question des Jeux paralympiques et cette focale sur l'intégration du handicap dans la vie, ça va être extraordinaire. Moi, je pense que le plus grand héritage des Jeux, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, sera en termes d'accessibilité de la région. Parce qu'on est en train d'investir massivement pour que les transports deviennent accessibles, que toute la région devienne accessible, qu'on puisse faire du sport santé, quel que soit son handicap, quel que soit son âge. Enfin, sur tous ces sujets-là, c'est très éducatif et ce sera un moment important en termes d'investissement, sans parler évidemment de la transformation de la Seine-Saint-Denis, avec le village des athlètes et le village des médias. Voilà. Et puis le 3e plan d'investissement très important de la région Île-de-France, moi j'en parle parce que je sais que je suis devant des grands spécialistes de l'éducation, c'est le plan d'investissement pluriannuel sur les lycées. Jean-Paul n'aime pas que je parle des lycées, mais ce n'était pas ta faute, c'est les communistes, ils ont mal géré. On avait 200 lycées vétustes quand je suis arrivée et il fallait créer 30 000 places nouvelles en banlieue. Parce que Paris perd des habitants, Paris perd des familles, elles partent en banlieue, ça a été encore accéléré par le Covid.
Et la dynamique démographique est en banlieue. Donc je me suis retrouvée devant cette immense somme de travaux à faire avec les 3 recteurs qui campaient dans mon bureau en me disant comment est-ce qu'on fait. Et on a fait un plan de 6 milliards. Aujourd'hui, il est à 6 milliards 600 millions d'euros. C'est le 3e plus grand plan d'investissement de France. Et c'est le seul qui est à 100% porté par une collectivité locale. 200 lycées à rénover, 30 000 places de lycées à créer. Et on en a déjà fait un tiers. En fin 2024, ce sera 40%. On en a déjà lancé 40%. Donc 40% achevés, 40% en travaux. Et il m'en reste encore 20% à lancer. Alors le grand jeu de la LFI aujourd'hui, c'est d'aller dans un lycée où les travaux restent à lancer et de dire « Ah, que fait Pécresse ?» Bon, voilà. Que fait Pécresse? Elle fait ce qu'elle peut. Voilà, elle fait ce qu'elle peut. Et en 7 ans, malheureusement, avant on mettait 9 ans pour construire un lycée neuf. Nous, on a raccourci les trucs à 4 ans ou 5 ans. C'est encore très long. C'est encore très long. Et puis, construire un lycée neuf, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de rénover un lycée en site occupé. Ça, c'est un cauchemar. Et alors, c'est facile. L'autre jour, j'étais dans un lycée, le lycée Hélène Boucher, qui est pas loin d'ici, dans le 20e. Et effectivement, ils ont défilé sur la façade parce qu'ils ont des problèmes. Il faut rénover le lycée. C'est vrai. Et j'avais toute une délégation de lycéens devant la porte. Ils disaient il faut rénover le lycée, gna 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 gna. Et ça fait 1 an, effectivement, qu'on sait que le lycée a des problèmes. Je leur ai dit écoutez, oui, ça fait 1 an qu'on sait que le lycée a des problèmes, ou peut-être 2 ans. Je dis mais si je lance les travaux maintenant, au moment où je vous parle, vous n'allez pas pouvoir passer le bac sereinement. Vous allez avoir des marteaux-piqueurs dans votre lycée. Vous savez ce que c'est d'avoir des marteaux-piqueurs dans son lycée? Donc la vérité, c'est que je ne peux pas faire ça. Je suis obligée de commencer par trouver un lieu d'accueil. D'où le courage qu'il m'a fallu pour fermer 7 lycées dans Paris. Vétustes, professionnels, légués par Anne Hidalgo. Donc j'ai fermé les 7 lycées. J'ai eu évidemment des manifestations, ça a été horrible. Heureusement, le recteur de Paris a été très courageux, m'a soutenu. Et on a pu fermer ces 7 lycées qui étaient à moitié vides. On a transféré les professeurs et les étudiants dans des lycées généraux, polyvalents, à côté. Donc, globalement, plutôt à la satisfaction de la plupart des élèves et des parents, parce qu'ils sont accueillis dans des plus belles structures, où ils ont plus de perspectives de spécialité, plus de perspectives d'enseignement post-bac. Mais néanmoins, c'était compliqué. Et il fallait du courage pour le faire. Et tout le monde a râlé. Et maintenant, j'ai des lycées vides. Et dans ces lycées vides, je vais pouvoir faire des opérations à tiroir. Je vais pouvoir déplacer des jeunes pour pouvoir faire les travaux sans gêner la communauté éducative. Et tout ça, vous voyez, je veux dire, c'est facile de dire « Ah, il n'y a qu'à Faucon. Baguette magique, faisons-le. » Ben non. Et pourquoi ce plan lycée, j'y tiens beaucoup? J'y tiens beaucoup parce que je pense que nous avons, je vous l'ai dit, un sujet d'intégration, un sujet d'éducation de toute notre jeunesse, et que le lycée, on s'en souvient toute sa vie. Donc avoir un beau lycée, avoir un bel environnement d'éducation, ça change le regard que le jeune porte sur lui-même et sur aussi ce que la société attend de lui et ce que la société pense de lui. Je vous donne un exemple. J'ai rénové complètement le lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen. C'est un des multiples lycées qu'on a complètement restauré. Et avant, c'était un lycée, comme on dit, de poly-exclus. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient été exclus de plusieurs établissements puis qui arrivaient à Marcel Cachin. C'était un lycée dans lequel, à chaque fois qu'il y avait un mouvement social, il y avait des voitures béliers, il y avait des poubelles brûlées, des voitures brûlées. Enfin, bon, c'était un lycée turbulent de banlieue professionnelle de Seine-Saint-Denis, à la frontière entre Saint-Denis et Saint-Ouen. On l'a complètement rénové. Les jeunes ont un respect maintenant pour ce lycée. Mais c'est incroyable. Ils sont séduits par leur lycée. Ils sont impressionnés par leur lycée. Et donc, ça change complètement le climat. Pareil à Ris-Orangis, où on avait un lycée, mais c'était épouvantable. Le maire de Ris-Orangis avait fait une fausse première pierre en 2012 en disant « Au secours, mon lycée », etc. On en a fait un lycée polyvalent, magnifique. Il est beau, c'est un véritable campus. Mais vous ne pouvez pas savoir l'état de bonheur dans lequel sont les lycéens et la communauté éducative. Pareil à Cerny. Enfin, à chaque fois qu'on rénove, moi, c'est un bonheur, ces travaux de lycée. C'est compliqué pendant, c'est compliqué avant, c'est compliqué pendant, mais après, quand on inaugure, c'est un vrai moment de bonheur. Rien que de voir à quel point les jeunes sont fiers. Voilà. Et je pense qu'on doit donner cette fierté à notre jeunesse, si on veut l'entraîner à se dépasser, si on veut l'entraîner à adhérer aux valeurs de la République, si on veut l'entraîner à se dépasser pour leur pays, voilà, et à avoir confiance en lui aussi. Donc c'est un gros sujet pour moi, ce plan lycée.
Voilà, bon, j'ai complètement dépassé tout ce que je voulais vous dire, mais je finirai peut-être sur les valeurs de la République, parce que, évidemment, dans notre région monde, le sujet des valeurs de la République, le sujet de l'ordre républicain, la question de la sécurité, la lutte contre la violence, c'est des sujets. C'est des sujets. On est une région violente. On est une région violente. Et je vous donne un exemple. Moi, quand je suis arrivée, j'étais obligée de créer des brigades régionales de sécurité dans les lycées, justement. C'est quoi les brigades régionales de sécurité? C'est des équipes de 5, avec une femme à chaque fois, qui viennent des métiers de la sécurité, mais qui ont été spécialement formés avec le rectorat à la médiation en milieu scolaire. Et qu'est-ce qu'ils font, les brigades de sécurité? Ils viennent quand il y a des rixes. Les rixes entre bandes est un privilège très francilien. On a 70% des rixes de bandes recensées en France sont en Île-de-France. Et c'est lié à une tradition assez ancienne de l'Île-de-France, quand même, qui était les rivalités de ville et les rivalités de quartier. Parce qu'on a construit cet urbanisme de grands ensembles et on a des rivalités de ville et des rivalités de quartier qui se traduisent par des agressions de bandes. Mais c'est devenu de plus en plus violent et donc on ne peut pas l'accepter. Voilà. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ces brigades régionales, elles sont plébiscitées. Alors l'État a voulu me traîner au tribunal administratif quand je les ai créées sur le principe de l'égalité. Ce n'était pas ma compétence du tout de faire de la sécurité, c'est vrai. Mais comme les proviseurs étaient ravis et que ça marchait super bien, finalement, ils ont renoncé à nous attaquer. Et la gauche avait dit des vigiles de supermarché. Le RN avait voté contre parce que ce n'était pas ma compétence. Et puis là, dans la deuxième campagne, tout le monde voulait les doubler, les tripler, les quadrupler. Enfin bon, donc voilà, elles sont victimes de leur succès. Mais ça dit quand même quelque chose sur l'état de la société. D'être obligé de mettre des brigades de sécurité dans les lycées, ça dit quand même quelque chose. Donc on est obligé de travailler sur ce rapport à la violence. Moi, je travaille beaucoup avec les clubs sportifs. Parce que là aussi, les éducateurs sportifs ont un grand rôle pour justement expliquer que la violence ne résout rien, que la force ne s'utilise pas, que voilà, qu'il faut avoir du respect. Donc moi, je compte beaucoup sur les valeurs de l'école, les valeurs du sport pour être puissante dans notre pays. Alors il y a la question de la laïcité. La laïcité, c'est notre ciment. On est dans une région monde, on est dans une région où la violence peut s'exprimer aussi à travers la haine de l'autre et à travers la haine de la religion de l'autre. On a parlé de l'antisémitisme et on a tous manifesté contre l'antisémitisme il y a quelques semaines. Évidemment, on est la première région des actes antisémites aussi, parce qu'on est la première région de l'existence d'une communauté juive. On a 205. La moitié des Français de confession juive sont en Île-de-France. La moitié. Donc, évidemment, et on a aussi une population, on doit avoir aussi 2 millions de musulmans. Voilà. Donc, l'importation du conflit israélo-palestinien, elle se fait aussi en Île-de-France, et d'abord en Île-de-France. Donc, on a besoin aujourd'hui, face à ces conflits, ces tensions, on a besoin de réaffirmer un modèle républicain, de l'ordre, respect de la loi, non à l'antisémitisme, non à toutes les formes de racisme. Mais on a aussi besoin d'avoir la laïcité. Et la laïcité, moi, je pense que c'est une laïcité qui aujourd'hui protège. Alors, je sais que quelquefois, elle n'est pas perçue comme une laïcité protectrice, mais peut-être comme une laïcité qui contraint, et notamment par les jeunes, qui sont très marqués par le communautarisme à l'anglo-saxonne, qui considère que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, et comme la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, on ne peut pas vous imposer des règles, parce que s'imposer des règles, c'est restreindre vos libertés. Moi, je crois que la laïcité est vraiment quelque chose de puissant, parce que la laïcité à la française permet de ne pas résumer quelqu'un à sa religion. Ça permet d'organiser une forme de neutralité qui fait que chacun est regardé pour ce qu'il est et pas pour d'où il vient, et sans être étiqueté. Alors je me bats beaucoup pour qu'on défende cette laïcité. Je me suis retrouvée un petit peu seule quand la Fédération française de basket a interdit le voile dans les compétitions sportives, le voile pour les filles dans les compétitions sportives, parce qu'il y avait un animateur de club de Seine-Saint-Denis, qui était aussi un adjoint communiste d'une ville que je ne citerai pas, qui avait fait faire une pétition par 70 clubs de basket d'Île-de-France pour contester le règlement de la Fédération française de basket. Et moi, j'ai dit que je retirerais toutes les subventions aux clubs qui étaient signataires de cette pétition, parce qu'on devait respecter les règles de la laïcité. Voilà. Et aujourd'hui, vous le savez, la règle qui est réaffirmée, y compris par l'État, c'est que les équipes de France ne seront pas voilées aux Jeux Olympiques. Voilà.
Mais je pense que sur ces sujets-là, que ce soit l'école, que ce soit le sport, il y a beaucoup d'entrisme. D'entrisme de personnes qui n'aiment pas la France et qui veulent détruire ces valeurs républicaines, notamment cette valeur de la laïcité qui est le ciment du vivre ensemble. Donc je pense que derrière tout ça, il n'y a pas seulement une aspiration des petites gamines de 11 ou 12 ans, parce que c'était dans le U13 hein, quand on a eu des problèmes. Donc des gamines de 11 ou 12 ans, ce n'est pas elles qui sont revendicatrices. Il y a derrière de l'influence, une influence bien comprise. Donc on ne peut pas céder sur ces sujets-là. De la même façon, je n'ai pas été très soutenue quand j'ai refusé de nommer Angela Davis à un lycée de Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi j'ai refusé de le nommer Angela Davis? Pas du tout à cause du combat d'Angela Davis contre la ségrégation raciale aux États-Unis, mais parce que Madame Angela Davis a signé une tribune il y a un an dans laquelle elle disait que l'État français était un État raciste, néocolonialiste, et que la loi sur l'interdiction du voile à l'école était une loi islamophobe. Alors vous comprenez, moi je veux bien, mais si on nomme le lycée Angela Davis, comment je vais pouvoir justifier auprès des élèves qui sont dedans que la loi sur le voile est une bonne loi? Comment je peux nommer Angela Davis un lycée d'Île-de-France, sachant ce qu'elle dit de la France? Racisme d'État systémique. On est un État raciste. On est un État raciste, la France. On a fait des lois islamophobes, nous, la France. Alors, on ne peut pas donner son nom à un lycée français. Dans un lycée français, on doit apprendre à être fier de son pays. Ça me paraît être la base. Je n'ai pas été vraiment soutenue, je n'ai pas été vraiment suivie, puisque le ministre de l'époque, à l'époque c'était Pap Ndiaye, il m'a dit c'est très bien, il faut nommer Angela Davis. Bon, voilà, pas grave, je ne l'ai pas fait, hein, mais je ne l'ai pas fait, j'ai nommé Rosa Parks. Et alors tout le monde a rigolé en me disant mais Rosa Parks aussi était communiste. Je dis mais attendez, moi c'est pas mon problème n'est pas d'avoir un communiste comme dans le nom d'un lycée. J'ai plein de lycées. De nom de lycée, Marcel Cachin le premier, et plein de lycées qui sont nommés à partir de grands hommes communistes. Ce n'est pas le sujet des opinions politiques, c'est le sujet de dire l'État français est raciste ou la loi sur le voile est une loi raciste. Je ne peux pas laisser dire des choses pareilles par quelqu'un dont je donne le nom à un lycée. Voilà. Donc, mais il ne faut pas céder sur ces choses-là. Il ne faut pas se laisser accuser. Pourquoi? Et je finirai sur ça. Le sujet, c'est que aujourd'hui, la France est fracturée comme jamais et l'Île-de-France est fracturée comme jamais. Voilà. On est morcelé façon puzzle. Chacun se reconnaît dans des identités de plus en plus communautarisées. C'est pas ça, la France. Nous avons toujours été... Alors, Brodel sur l'identité de la France racontait à quel point on était comme un patchwork cousu à la main avec voilà, la Bretagne, l'Alsace... la Savoie, voilà, la France est un patchwork. Elle a été cousue à la main. Mais on est une nation, un peuple. Et c'est quoi une nation, un peuple? Une nation, un peuple, c'est une âme. C'est un principe spirituel. C'est quelque chose qui s'ancre à la fois dans le passé et dans l'avenir. C'est être fier d'une histoire commune. Est-ce qu'on est fier d'une histoire commune quand on déboulonne les statues, quand on se fait attaquer sur notre passé, etc. Non. On n'est plus fiers. Donc le problème, c'est cet ancrage dans le passé, cette histoire commune qu'on ne peut pas détruire. Ceux qui essayent de la détruire, je citerai la LFI parce que c'est la vérité, ceux qui essayent de la détruire à la France insoumise commettent un péché mortel contre la nation, contre l'unité de la nation. Et la nation, elle a un pied dans le passé, mais elle a aussi un pied dans l'avenir. C'est-à-dire qu'une nation, c'est quoi? C'est ce que dit Renan. C'est avoir encore envie de faire des grandes choses ensemble. Avoir encore envie de faire des grandes choses ensemble. Est-ce qu'on a tous ici encore envie de faire des grandes choses ensemble? C'est le mot ensemble qui est important. Je pense qu'on a tous encore envie de faire des grandes choses. Est-ce que ensemble est encore... Moi, quand j'entends mes compatriotes, je n'entends pas toujours le mot ensemble. Ou je ne l'entends plus. Et des deux côtés, du côté de ceux qui cassent, des racailles, qui veulent tout détruire, qui veulent tout casser, ou du côté de la France silencieuse, qui dit on n'en veut plus, foutez-les dehors, chassez-les. Ils sont français comme vous et moi. Donc le sujet, aujourd'hui, c'est comment on refait nation. Et moi, pour refaire nation, je pense qu'on a besoin de beaucoup de fermeté. On a beaucoup de fermeté et beaucoup d'humanité. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de rétablir un État fort, l'ordre républicain, la laïcité, la souveraineté économique, voilà. L'économie est importante aussi, parce que la prospérité, l'ascenseur social, tout ça, ça contribue à la solidité d'une nation. On a besoin de ça. On a besoin aussi de rêves collectifs. On a besoin de se dire, waouh, être français, c'est chouette. Voilà.
Et ben, ce rêve collectif, je crois qu'il s'incarne dans un certain nombre de projets qu'on porte. Et je pense qu'il faut qu'on les porte tous avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de vigueur. Et qu'on soit très moteur pour faire vivre ce rêve français. Je vous remercie. Merci Valérie. Moi, je poserai la première question, puisque j'affirme ma proximité avec toi et dans tes projets. Tu rencontres très souvent des chefs d'État, des gens des grandes villes, en Asie, évidemment aux États-Unis, en Amérique latine. Au fond, quel est ton discours et qu'est-ce que tu reçois comme impression de leur part sur ce que fait une région comme la tienne? Je pense que alors, les choses sont très différentes selon qu'on est dans des pays avec lesquels on a déjà une très forte diaspora. Pas la même chose d'aller parler en Afrique ou d'aller parler au Vietnam ou d'aller parler au Liban ou en Arménie. Parce qu'on a une diaspora très forte. Et donc, par définition, on a des liens du sang qui sont très forts. Et donc, dans ces pays-là, le sujet, c'est comment est-ce que ces liens du sang peuvent se traduire par un vrai pont culturel, économique, diplomatique, comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut les aider à se développer, comment on peut faire des partenariats gagnant-gagnant qui sont tissés par les liens du sang et par les liens de l'histoire. Donc ça, c'est ça qu'ils attendent. Quand je vais en Afrique, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, c'est ça qu'ils attendent, notamment dans l'espace francophone. Et puis, il y a les pays avec lesquels on a plutôt des relations diplomatiques. Donc ça, c'est un peu différent. C'est plutôt les pays, les États-Unis, enfin c'est des alliés, les États-Unis, les pays européens. Et là aussi, on a une histoire commune, on a des tas de valeurs en commun. Et là, c'est plutôt comment est-ce qu'on défend nos valeurs ensemble. Comment est-ce qu'on défend des valeurs occidentales, des Lumières, comment est-ce qu'on les fait vivre, comment est-ce qu'on fait vivre aussi une puissance économique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ce genre de discours, c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, construire ensemble. Et moi, je suis profondément européenne, donc je considère qu'on doit vraiment construire l'Europe, que c'est un très bel horizon aussi pour nos jeunes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le deuxième discours. Et puis, il y a des pays, des grands pays avec lesquels on a des relations plus lointaines, mais qui en même temps sont des grands partenaires. La Chine est un grand partenaire, le Japon est un grand partenaire, la Russie a été un grand partenaire, aujourd'hui c'est un grand adversaire, mais ça a été un grand partenaire. On a des grands partenaires aussi avec lesquels il faut qu'on noue des relations. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent de nous ? Le problème, c'est qu'ils ont souvent, l'Inde, ils ont une vision de la France qui est assez déformée. Ils ont une vision de la France qui est quand même très, très passéiste. Voilà. Et à chaque fois, il faut se battre quand on va les voir pour leur dire, mais attendez, on est pro-business, on est pro-recherche, on est innovant, on est créatif, on est jeune, on est un pays jeune. La France, c'est un pays jeune. On ne se voit pas comme ça. C'est un pays qui vieillit, mais on a quand même une dynamique démographique qui fait qu'on a aussi beaucoup de jeunes. Donc voilà, essayer de leur faire prendre conscience, surtout en Asie, qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui est un pays d'innovation, il n'y a pas que l'Allemagne qui fait des trains, il n'y a pas que l'Allemagne qui est industrielle, il y a aussi nous qui inventons le futur, on invente le futur. Donc par exemple, je vous donne un exemple, mais quand j'étais allée au Japon une fois en voyage officiel, à l'époque François Fillon était Premier ministre, et il essayait de vendre des Airbus au Japon, qui n'achetaient que des Boeing. Et le ministre de l'Industrie japonais nous dit « Mais non, il n'y a pas de barrière à l'entrée pour les produits français au Japon. D'ailleurs, regardez, ma cravate, c'est une cravate Hermès. » Du coup, je n'ai plus jamais emporté avec moi de cravate Hermès comme cadeau officiel. C'était quand même bien pratique dans les valises, parce que c'est pas lourd, ça fait plaisir, ça prend pas de place. Bon, bah non, j'ai plus emmené une seule cravate Hermès. Je m'emmenais des maquettes d'Ariane, des maquettes de TGV. Alors ça leur faisait moins plaisir. Ils étaient quand même obligés de les accepter. Hein. Voilà. Mais le sujet de la France, c'est un grand pays industriel, la France, c'est un grand pays d'innovation, il faut le répéter, le marteler auprès de nos partenaires, particulièrement, alors y compris aux États-Unis, hein, parce que ça arrive que les États-Unis connaissent très mal la France, notamment dès qu'on s'éloigne un peu de la côte Est. Mais il faut rappeler tout ça.
parce qu'on a quand même l'image voilà, d'un pays de gastronomie, de culture, où on passe ses vacances. Mais l'Île-de-France, c'est pas Venise. Hein.